Merhaba, cette semaine en Turquie. Ça a été annoncé premièrement par le ministère russe de la Défense que les militaires d'une patrouille conjointe russe et turque ont été blessés par une bombe au passage de leur véhicule dans le nord-ouest de la Syrie, proche d'Idlib. La guerre continue toujours en Syrie. Une bombe a explosé lors du passage d'une patrouille russo-turque à Ariha, dans la région d'Idlib. L'information a été donnée par l'agence de presse russe RIA. C'est à 8h50, sur la célèbre autoroute M4, que l'attaque a eu lieu. 3 blessés parmi les soldats russes et d'autres blessés parmi les Turcs, sans donner plus de précision. C'est depuis le 15 mars que les Russes et les Turcs organisent des patrouilles communes. En février dernier, une attaque aérienne à Idlib avait coûté la vie à 33 soldats turcs. Cet événement avait augmenté la tension entre les forces du président syrien Bachar el-Assad et les forces armées turques. En réaction, le président russe Vladimir Poutine et le président turc et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan s'étaient entretenus le 5 mars à Moscou et décidé de la mise en place d'un cessez-le-feu ainsi que de ces patrouilles communes. Le ministère de la Défense turc a publié un communiqué expliquant que l'attaque avait été réalisée à la voiture piégée et avait endommagé les 2 véhicules. Le communiqué dit « Les 2 véhicules qui effectuaient leur mission ont été endommagés partiellement, aucune mort n'est à déplorer. Les missions de la patrouille commune définies par l'accord Turquie-Russie continueront avec les mesures de précaution nécessaires et avec la même détermination. » Un accident d'hélicoptère, pas encore élucidé, a coûté la vie à 7 soldats dans la ville de Van. Le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a déclaré qu'un hélicoptère de reconnaissance s'était écrasé à Van, faisant 7 morts parmi les forces de sécurité, dont les 2 pilotes. Une équipe de sauvetage s'est rendue sur les lieux. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que l'hélicoptère s'était écrasé contre le mont Arthos dans le district de Gevreş. L'équipe de sauvetage a atteint les débris de l'appareil à 2200 mètres d'altitude. La Direction générale de la sécurité a déclaré « Un hélicoptère s'est envolé le 15 juillet 2020 de l'aéroport de Van Ferit Melen afin d'effectuer des travaux de reconnaissance et d'observation. Une fois la mission accomplie, l'appareil a communiqué une dernière fois pour prévenir qu'il baissait son altitude, puis le contact radar et radio de la zone de contrôle de l'aéroport de Van a été perdu. » L'agression sexuelle d'un soldat sur une fille de 13 ans a provoqué des protestations improvisées dans une petite ville à l'est de la Turquie. Un sergent membre de la brigade des commandos de la gendarmerie de Şırnak, située au sud-est de la Turquie, a agressé sexuellement une fille de 13 ans. L'agression a eu lieu dans une voiture garée dans une cité au centre de la ville. Ce sont les cris de l'enfant qui ont alerté les personnes aux alentours. Plusieurs manifestations spontanées se sont déroulées pour protester contre cette agression. De nombreux citoyens se sont rassemblés pour faire un sit-in de protestation devant le lieu de l'agression, puis ont commencé à défiler avec des slogans comme « droit, justice, légitimité » ou « que les mains qui se dirigent contre les enfants soient brisées ». Le nombre de manifestants a augmenté lorsque le cortège s'est rapproché du centre-ville et de nombreux automobilistes ont soutenu les manifestants en klaxonnant. Cette manifestation a marqué l'actualité nationale, car il est rare que des protestations contre les violations des droits humains se transforment en manifestations dans les petites villes comme celle-ci, qui comptent 290 000 habitants. La préfecture de Şırnak a publié un communiqué où elle décrit l'agression sexuelle comme, je cite, « Un fonctionnaire alcoolisé à outrance a eu une attitude et un comportement pouvant déranger les riverains », fin de citation, et explique que cette personne a été arrêtée et mise à pied le temps que la justice fasse son travail. Le barreau de Şırnak a annoncé qu'il allait suivre de très près le processus judiciaire, précisant que les démarches juridiques nécessaires avaient été entreprises et que le suspect avait été envoyé en prison. Le parti pro-kurde HDP continue de perdre les villes et les municipalités par décret gouvernemental. La majorité de leurs élus ont été démis de leurs fonctions. Une nouvelle destitution a été réalisée à Diyadin. Les maires HDP, parti pro-kurde, continuent d'être destitués un par un, remplacés par des administrateurs nommés par le pouvoir. C'est cette fois-ci la mairie de Diyadin, proche de la ville d'Arı, qui a été touchée. La commeresse Betül Yaşar a été arrêtée et son mandat révoqué. C'est la 47e ville HDP qui est saisie par le pouvoir. La commeresse Betül Yaşar a été arrêtée chez elle par une opération de police
et la mairie a été encerclée par les forces de l'ordre qui y ont perquisitionné pendant 5 heures. Le HDP applique une parité stricte et a systématiquement un homme et une femme à la tête des mairies appelés coprésidents ou comaires, disposant des mêmes prérogatives, même si c'est la tête de liste qui dispose officiellement des pouvoirs d'édile. Ce parti avait remporté lors des élections municipales du 31 mars 2019 3 métropoles, 5 villes, 46 villes moyennes et 12 villages, soit un total de 65 mairies. Une fois les élections passées, le pouvoir a révoqué un par un les mandats des élus, en commençant par les métropoles. Le mode d'action est souvent le même. Un témoin anonyme explique que le maire est un terroriste. Une procédure est lancée et en attendant qu'elle se termine, le maire est arrêté et son mandat tombe. Il est remplacé par un préfet. Dans certaines villes, le pouvoir n'a même pas autorisé les gagnants à prendre la mairie. 6 élus se sont vus refuser leur élection sous prétexte que leur nom apparaissait dans des listes de suspects édictées par décret présidentiel. Pourtant, ils avaient été autorisés à participer à l'élection. Les responsables HDP avaient alors dit à l'époque qu'ils avaient le droit de participer à l'élection, mais pas de la remporter. Le député HDP d'Istanbul, Saruhan Uluç, a commenté la saisie de la mairie de Diyadin. Notre comméresse de Diyadin, Betül Yaşar, a été arrêté. Pourquoi Diyadin? Parce que là-bas, il réalise des actions en faveur du peuple et des femmes. Ce pouvoir ne cible pas uniquement le HDP, mais également les femmes. Betül Yaşar avait été élu avec 56% des voix. D'autre part, le comaire de Diyarbakır, Selçuk Mizraklı, élu avec 63% des voix et destitué le 19 août 2019, soit 5 mois après son élection sur dénonciation, a vu sa peine de 9 ans et 4 mois confirmée pour appartenance à une organisation terroriste. Ses avocats ont déclaré vouloir faire appel. Depuis qu'il a accusé le président Erdogan et sa famille d'avoir des comptes à l'étranger, le président du principal parti d'opposition CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, continue d'écoper de lourdes sanctions. Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du principal parti d'opposition, le CHP, avait fait des révélations lors de son discours hebdomadaire à son groupe parlementaire. Il avait lu un par un tous les décomptes et les extraits SWIFT des virements effectués en 2011 au paradis fiscal qu'est l'île de Man et totalisant 15 millions de dollars du fils, du beau-frère, des parents des gendres et de l'ancien secrétaire particulier de Recep Tayyip Erdogan, président et chef de l'AKP. Ce dernier avait porté plainte et, après une décision annulée pour vice de forme, la procédure avait repris. Les tribunaux ont cette fois-ci statué en faveur du chef de l'État et du président de l'AKP. Le leader de l'opposition a été condamné à verser 359 000 livres turcs au président et chef de l'AKP, soit environ 45 000 euros, au titre de dédommagement. Un autre tribunal s'était également pressé de condamner Kılıçdaroğlu dans la même affaire 3 jours auparavant. Au total, le leader de l'opposition devra débourser environ 70 000 euros au président et ses proches. La colosse de la littérature, Adalet Ağaoğlu, est morte à l'âge de 91 ans. Elle aura laissé derrière elle une riche carrière littéraire et des œuvres en avance sur son temps. Adalet Ağaoğlu, l'une des écrivaines qui aura le plus marqué la littérature turque du XXe siècle, est décédée à 91 ans. Cela faisait déjà quelque temps qu'elle était en soins intensifs. Ağaoğlu avait commencé sa carrière en tant que critique de théâtre et poète, puis a contribué en écrivant des pièces, des nouvelles, des essais, des mémoires et des romans. Elle a également été dramaturge et directrice d'une radio de théâtre. À partir de 1970, Ağaoğlu s'est consacrée à l'écriture de romans et de nouvelles en publiant son premier roman en 1973, Se coucher pour mourir. Son premier roman, ainsi que ses œuvres qui ont suivi, célébrées par la critique, ont provoqué de nombreux débats. Son deuxième roman, intitulé La rose fine de mes pensées, a été interdit de parution lors de sa 4e réimpression pour, je cite, « insultes et mépris envers les forces militaires ». Fin de citation. L'écrivaine a dû faire face à des poursuites judiciaires qui ont duré 2 ans pour finalement aboutir à un acquittement. Dans ses œuvres, Ağaoğlu attire l'attention sur les phénomènes sociétaux et leurs conséquences sur les individus à travers des monologues internes et une ironie fine. Cette femme de lettres a souvent traité de ses thèmes de prédilection, le rôle de l'intellectuel, les relations hommes-femmes et la condition de la femme,
les processus sociaux et politiques, la pression de la société et les questions sexuelles. En 2018, elle a été faite doctoresse honoris causa à l'université du Bosphore. Le recteur Mehmet Özkan, tout en soulignant l'honneur que lui procurait l'attribution de ce titre, avait déclaré à cette occasion: Adalet Ağaoğlu a contribué de manière capitale au développement de notre culture et de notre littérature, grâce à son aventure littéraire longue de 70 ans. La valeur de ses œuvres provient de ses efforts et de son travail incessant avec son caractère d'intellectuel bienveillant et conscientisé, afin de mettre sur la table les problèmes sociétaux de la Turquie. En 2010, Adalet Ağaoğlu avait fait don de tous ses livres à l'université du Bosphore. Le critique littéraire Semih Gümüş avait dit d'Ağaoğlu: dans ses livres, vous ne trouverez aucun mot sans intérêt, sans valeur, qui ne fait aucun sens. Dans un reportage réalisé cette année, Ağaoğlu a relaté ses souvenirs après la parution de son premier roman. Elle a dit: après la parution de mes premiers livres, mon mari m'avait dit: les gens aimaient tes pièces, pourquoi est-ce que tu es passé à l'écriture de romans? Et moi je lui ai répondu: parce que mes pièces se font interdire. Ma pièce La fissure sur le toit avait été interdite, donc je m'étais dit: si j'écris un roman, personne ne pourra rien faire. Même s'ils le font interdire de parution, mes romans seront là. Dans mon premier roman, j'ai utilisé un style un peu inhabituel. Comme j'en avais assez du roman classique, j'ai utilisé tous les types de narration. Il y avait des poèmes, de l'épistolaire, du théâtre. Bien sûr, j'ai été critiqué pour ça. Fin de citation. Et à l'écrivaine de conclure: est-ce que j'aurais écrit si j'avais été heureuse? C'est bien parce que certaines choses me chagrinent que je me suis rattrapée à la plume. Je n'aurais pas voulu voir l'état de ce monde-ci. Avec la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, de nombreuses personnes s'inquiètent du rétablissement du califat. Ruşen Çakır explique pourquoi ces inquiétudes sont infondées. Dans tous les cas, aujourd'hui, que ce soit dans le monde arabe ou musulman, il n'y a pas beaucoup de mouvements musulmans puissants. Et là où il y en a, on ne peut pas dire qu'ils recherchent spécialement le leadership de la Turquie. Là, la Turquie, elle est plutôt un pays qui est empêtré dans ses propres problèmes, son économie n'est plus aussi performante qu'avant, elle a clairement raté son examen concernant la démocratie, et son intégration dans le bloc occidental n'est même plus un sujet. Donc bon, l'attrait que peut représenter un pays comme ça n'est pas évident. Au pire, il pourrait par exemple être un pays qui applique d'une manière stricte la charia, mais même ça, ce n'est pas un modèle. Après l'expérience de l'Arabie Saoudite ou le Pakistan, je ne pense pas que beaucoup de personnes soient en attente d'un modèle de ce type. Donc, en conclusion, il se pourrait bien qu'en Turquie, certains demandent le rétablissement du califat. Mais dans un cas pareil, je ne pense pas qu'ils trouveraient des personnes prêtes à le suivre, ou, si on reprend la terminologie islamiste, à se soumettre. Je vais donner un exemple. Avec cette histoire de Sainte-Sophie, la Turquie a comme prétention d'être le porte-drapeau de l'islam et affiche une attitude de revanche en transformant l'un des lieux de culte le plus important de la civilisation chrétienne en mosquée. Donc il y a eu beaucoup de réactions de la part du monde chrétien en protestant contre cet acte, mais voyons un peu les réactions du monde musulman. Là par exemple, le journal Sabah les a compilées. La seule réaction notable que j'ai vue est celle du porte-parole de l'Office des relations extérieures du Hamas, Rafet Moura. Ce n'est même pas le leader du Hamas. Bon, peut-être qu'après il a réagi, mais bon, quand moi je l'ai regardé, en tout cas, il n'y en avait pas. C'était celle du porte-parole de l'Office des relations extérieures du Hamas. Sinon, en Malaisie, on a le porte-parole de l'organisation islamique. Et à part ça, les réactions sont plutôt de cet ordre. Donc, l'universitaire mauritanien Mohamed Mokhtar Chankiti, le journaliste syrien Siba Medvar, l'écrivain koweïtien Jassim El Ghaïs. Bon, je n'avais jamais entendu parler de ces personnes avant. Il y a peut-être des gens qui les connaissent, mais entre nous, je ne pense pas que ce soit des personnes dont la vie pèse énormément. À part ça, l'agence Anadolu a publié une dépêche disant que le porte-parole de l'Ikhwan, des frères musulmans, avait déclaré que c'était un pas historique. Mais les frères musulmans ne représentent plus grand-chose en Égypte. Ils n'ont plus trop d'influence. Donc, après, vous pouvez, si vous voulez, déclarer votre califat, mais il faudrait bien savoir qui viendra vous suivre. Le sujet du califat est toujours à l'ordre du jour du mouvement islamiste.
Comme par exemple avec le mouvement Hizb ut-Tahrir fondé en 1953 à Jérusalem par un Palestinien, et son objectif principal était de rétablir un califat pour le monde musulman. Mais il a demeuré un groupe marginal sans grande importance, malgré son caractère universaliste. Et il a échoué à implanter cet idéal, peut-être dans certains endroits, il a un peu... Mais bon, ce n'est vraiment pas quelque chose qui a réussi. Il y a aussi d'autres organisations, des gens qui se déclarent califes. Le dernier en date est le leader de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi. Après, il a été tué. Et la personne qui le remplace, sincèrement, je ne me rappelle même plus de son nom. Mais lui aussi, il doit sûrement se proclamer calife. Mais bon, on voit bien que ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que quand vous vous déclarez calife, vous vous proclamez calife, si vous voulez que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui disent oui, c'est notre calife, et qui deviennent vos sujets. Alors, que la Turquie ait ce genre de prétention, surtout aujourd'hui, et même plus tard, ça n'aurait aucune explication rationnelle. Et bon, bien sûr, les puissances mondiales ne verraient pas d'un bon œil une union créée comme ça, qui rassemble tous les musulmans, et en Turquie, de surcroît, elles feraient tout pour éviter ça. Mais dans tous les cas, elles n'auront pas à faire grand-chose, parce que quelque chose comme ça n'est simplement pas réalisable. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine.